Merci beaucoup Jean-Pierre. Jean-Pierre le magnifique. Et maintenant, donc, le professeur Marco Piccolino qui nous racontera, en arrivant de l'Université de Ferrara et de Pise, terre toscane de Galileo Leonardo, les réflexions sur la Lune jusqu'à Léonard et Galilée. Il va donc nous expliquer la beauté de cette pensée assez extraordinaire. Merci. Pour commencer, gardez vos questions, car après Serge Bralli, on va faire tout de suite l'interaction avec vous. Merci. Merci Marco. Merci à tous, merci à Paola. C'est très bon d'être ici et c'est très beau toujours de parler des choses qui passionnent. Moi, je suis passionné surtout de Galilée, je parlais aussi de Leonardo, mais c'est Galilée que j'étudie le plus. Et donc, comme j'ai très peu de temps, je ne peux pas faire l'histoire du regard humain sur la Lune. Je peut-être commencerai en effet de Galilée. Alors, la prochaine, s'il vous plaît. Alors, vous avez peut-être observé, tout le monde a observé les croissants de Lune, non? Combien de vous, surtout les jeunes, ont vu que quand il y a les croissants, on ne voit pas seulement la partie lumineuse, on voit un peu la partie obscure. Il y a des gens qui se sont aperçus de ça. Vous voyez, aussi la partie obscure apparaît. Personne n'a jamais vu cette lumière très sombre. Bon, en tout cas, Leonardo et Galilée, en regardant cette lumière et en cherchant de comprendre les mécanismes, pourquoi il y a cette lumière dans la partie obscure de la Lune, ont bouleversé l'univers. C'est une espèce d'herméneutique, de déchiffrement d'une image qui amène vraiment à... c'est un des aspects plus importants de la révolution scientifique galiléenne. Alors, je montre la Lune, je montre Leonardo et je montre Galilée. Je montre Leonardo dans un codex, le codex sur le vol des oiseaux, que j'ai choisi. Il y a une image cryptique de Leonardo, vous la voyez seulement là, très peu, vraiment très peu apparent, mais j'ai voulu choisir ça parce que, comme on était en thème d'astronomie et aussi d'imitation de la nature, le codex sur le vol des oiseaux, c'est très important parce que Leonardo regarde les oiseaux et cherche de comprendre comment ils peuvent voler. Et donc, il imagine les machines pour voler et, disons, ça les projette vers, disons, le vol, disons, spatial. La prochaine. Alors, vous avez déjà vu cette image, l'image à gauche. C'est le pointeur, c'est ça? Non. Pour pointer, c'est... En tout cas, l'image à gauche. Alors, c'est l'image, c'est exactement l'image que vous avez vue avant, c'est un dessin de Leonardo. Vous voyez, Leonardo a dessiné les croissants, mais il a aussi montré qu'il y a de la lumière dans la partie obscure. La partie obscure est différente du fond noir du ciel de la nuit. À droite, il y a une aquarelle de Galilée que Galilée avait préparée pour illustrer son premier bouquin d'astronomie, les Sidereus Nuncius. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, et ça c'est la frontispice de Sidereus Nuncius, le petit bouquin dans lequel il annonçait ses découvertes avec le télescope. Et là, à droite, il y a disons, la gravure qui est dérivée de cette aquarelle.
Et il y a la description, disons, du phénomène, l'indication du phénomène de la lumière obscure, de la lumière dans la partie obscure de la Lune. La prochaine. Et alors, je la lis en français, disons. Et alors, Galilée a pu interpréter les images de la Lune parce qu'il avait un bon télescope qui avait amélioré, mais aussi parce qu'il connaissait bien la peinture. Il avait étudié Leonardo, il avait étudié les traités de la peinture de Leonardo, dont une copie était à Padua, chez Vincenzo Pinelli, et il connaissait bien les règles de la peinture, et donc il savait qu'est-ce que c'est le contraste, quels sont les phénomènes visuels. Alors, il décrit cette image, l'image à droite. Il dit qu'il y a une lumière perceptible dans les bords à gauche de la partie obscure, mais après il continue. En réalité, si nous considérons bien les choses avec plus de, disons, d'investigations, avec de l'investigation plus circonstanciée, nous nous apercevons qu'il y a aussi de la lumière dans la partie obscure. Et cette lumière n'est même pas négligeable. Alors, qu'est-ce que c'est, quelle est la raison, quel est le mécanisme de cette lumière? Alors, dans l'astronomie traditionnelle d'Aristote et Ptolémée, on pensait que la lumière et tous les corps célestes soit ont de la lumière propre comme le soleil, soit ils réfléchissent la lumière du soleil par un mécanisme de réflexion spéculaire, la réflexion d'un miroir. Okay? Vous savez ce que c'est un miroir, vous savez que s'il y a une lumière sur le miroir, ça donne, ça est réfléchi, ça donne de la brillanteur. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, il disait que, par exemple, la Terre ne peut pas briller dans l'univers parce que la Terre n'est pas un miroir. Elle est faite d'un matériel irrégulier qui n'est pas comme un diamant comme les corps célestes. Et donc, la Terre est un corps obscur, la Lune et les autres astres sont des corps faits par ce matériel très pur qu'on appelle la quinta essentia, ou l'éther. Alors Galilée montre que c'est un peu le contraire. Si un corps est un miroir, il est la plupart du temps obscur. Et si un corps n'est pas un miroir, comme la plupart des choses que vous voyez ici, pratiquement toutes les choses que vous voyez ici, pratiquement, s'il n'est pas un miroir, il est plus lumineux. Regardez, alors j'ai fait cette manip, Piazza dei Cavalieri à Pisa, près de la Tour de la Femme. Il y a un épisode de Dante, la Tour de la Femme. Peut-être que cet endroit n'a pas changé beaucoup de l'époque de Galilée. Vous voyez, là, c'est un miroir. Et vous voyez, si je vous demande, qu'est-ce qui est plus lumineux, les miroirs ou les murs? Tout le monde dit que le miroir est assez obscur. Non? Mais les miroirs deviennent très très lumineux si je me mets dans une position que les rayons du soleil les touchent et vont vers les yeux. OK? Alors, Galilée dit que l'effet que les murs est lumineux dans l'image à gauche et aussi dans l'image à droite est dû au fait que toutes les surfaces irrégulières sont en effet faites par des petits miroirs qui sont orientés dans toutes les directions. Donc, dans n'importe quelle est la relation source de lumière, mur, observateur, on a toujours assez de lumière pour voir les murs
lumineux. Tandis que pour les miroirs, c'est seulement dans une condition très spéciale qu'on voit de la luminosité qui dure un petit instant. Alors, la Lune, il dit, brille dans le ciel, pas parce qu'elle est un miroir, mais parce qu'elle est encore irrégulière, comme la Terre. Alors, si la Lune brille, réfléchit les rayons du Soleil, étant irrégulière, alors aussi la Terre devrait resplendir dans le ciel de la nuit si observé de lointain. La prochaine. Alors, je vous dirai le mécanisme, mais en tout cas, Galilée savait bien, avant que les astronautes américains, il y a 50 ans, allaient sur la Lune, et aussi clairvoient, savaient bien que si on regardait de la Lune, regarder la Terre, on aurait vu la Terre assez lumineuse, comme nous voyons la Lune dans les nuits où la Lune est pleine. Hein. Et si c'est ça, dans la condition où, pour un habitant de la Lune, supposant, la Terre est pleine, donc la Terre est opposée au Soleil, la Lune recevrait assez de lumière pour être illuminée, bien qu'elle ne reçoive pas directement la lumière du Soleil. C'est la lumière réfléchie de la Terre qui va vers la Lune. La prochaine. Alors, c'est Leonardo, le dessin de Leonardo du code Hammer-Leister, vous le voyez sur la gauche. Il faut mostrare là. Vous voyez ici, donc ça c'est le Soleil, ça c'est la Terre et ça c'est la Lune. Alors, le Soleil envoie sa lumière sur la Terre la réfléchit. Et dans la condition dans laquelle la Lune, ok, può rimandare a quell'altra? Ecco. Dans la condition dans laquelle la Lune est pratiquement dans la phase décroissante, la Terre est pleine pour le lunaire. Et c'est, disons, Leonardo qui c'était un des premiers, pratiquement la personne qui plus avait devancé Galilée dans l'explication de ces phénomènes. La prochaine. Alors, en effet, la seule chose qui manquait à Leonardo, c'était de comprendre que la mer étant comme un miroir, en réfléchissant la lumière comme un miroir, apparaît si observé de la Lune et d'un astronaute, apparaît obscur. La prochaine. Avec cette même, disons, processus mental, l'élève de Galilée, Benedetto Castelli, son élève plus aimé, avait observé dans certaines conditions de l'année que la lumière dans la partie obscure de la Lune était plus intense. Il avait supposé qu'il y avait une Terre dans les mers du Sud. Il avait imaginé l'existence de l'Océanie et qui a été confirmée par la suite. Donc, en regardant cette lumière sur la partie obscure de la Lune, on a compris que les lois de la physique de la lumière sont les mêmes pour la Lune et pour la Terre, que la Lune est irrégulière comme la Terre, qu'il n'y a pas, comme dit Brecht, il n'y a pas une séparation entre le ciel et la Terre. Merci.